messieurs, chers amis, bonsoir. Avant de commencer l'ultime soirée de l'année civile 2025, une année pour l'Institut Magnolide exceptionnelle, nous y reviendrons, j'aimerais que nous nous accordions une minute de silence par rapport à l'attaque terroriste islamiste hier à Sydney, et que nous ayons une pensée, effectivement, pour ces représentants de la loi mosaïque qui ont été fauchés, coupables d'être juifs. Je vous remercie. Il est agréable d'excuser Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de la métropole, son adjointe, Emilie Vianquet, également Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Quelle année civile 2025? Vous n'êtes pas sans savoir, pour suivre la cadence effrénée de l'Institut, 2 à 3 conférences par mois, et belles rencontres, conférences, séminaires, colloques, salons que nous avons organisés tout au long de ce 25e anniversaire, avec en point d'orgue le Printemps des consciences, peu avant l'été, où Daniel Mesguich, Raïm Corsia, Manuel Valls se sont succédés pour intervenir autour de thématiques plus passionnantes, plus pertinentes les unes que les autres. Mais cette année 2025 a coïncidé aussi avec le lancement de trois petites séries amateurs, mais qui ont pour but de mieux faire connaître l'histoire des Juifs en Languedoc sur la longue durée, car c'est une histoire singulière, c'est une histoire méconnue. On avait effectivement pour le grand public proposé une ébauche avec le Porcélie Midi sur les Juifs d'Occitanie, avec Roger Torgman il y a quelques années. C'est une histoire qui est associée, vous le savez maintenant par cœur mieux que moi, à la transmission du savoir entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. Et comme un hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien de fortuit, en ce 25e anniversaire, nous avons, avec la municipalité, avec Michael Delafosse, avec les consistoires nationaux et régionaux, Elie Korchia, Alain Zimmermann, signé une convention quadripartite sur l'emplacement de l'espace culturel hébraïque médiéval, édifier un musée juif qui racontera l'histoire glorieuse des Juifs de la montagne, des Juifs d'Occitanie, et peut-être même aussi un peu des Juifs de Provence, parce que c'est une même ère occitano-provençaux-languedocienne. Et, comme si cela ne suffisait pas, nous avons refait les vitrophanies avec la municipalité, et nous vous proposons cette vitrine historique explicative sur l'impact intellectuel au Moyen-Âge des collectivités juives dans la cité. Elles sont sur la forme assez réussies, et sur le fond, vous en apprendrez toujours plus sur ces rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe pour la période médiévale. Et puis, enfin, nous avons inauguré avec Michael Delafosse, c'est une réalisation de l'Institut Magnolide et de la municipalité, pour la première fois à Montpellier, ça manquait, une stèle qui effectivement recense 180 noms de juifs, français ou apatrides, montpelliérains ou non, qui ont été ramassés, utiliser la terminologie vichiste, à Montpellier entre 1942 et 1944. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous enjoins de vous rendre derrière l'Office de tourisme au niveau du monument des martyrs de la Résistance, et vous verrez cette stèle édifiée par la ville, 2 tonnes, avec les 180 noms, essentiellement des Ashkénazim, des Juifs d'Europe de l'Est, qui ont été arrêtés et déportés vers les camps d'extermination nazie, et dont la plupart, effectivement, ne sont pas revenus. Alors c'est une transition, puisque nous sommes sur la Shoah, pour vous présenter la conférence, effectivement, de ce soir. Nous sommes heureux, et grâce à Léa Pérez, qui va animer le débat avec nous, grâce à Roger Torgman, d'accueillir Yann Jurovic, qui fait autorité en matière de question de génocide, qui est maître de conférence en droit international
internationale. Nous sommes heureux de l'accueillir parce qu'il y a 2 ans, nous avons organisé une conférence Yankin sur le Rwanda. L'année dernière, sur le génocide arménien, avec un colloque en collaboration avec l'université Paul Valéry. Et donc, aujourd'hui, nous sommes effectivement dans cette continuité et nous allons avoir beaucoup de plaisir à écouter et à entendre cet universitaire de renom. Je vais laisser Roger et Léa présenter notre invité, notre universitaire. Il va vous proposer sa communication. Vous pourrez intervenir à tout moment. On va essayer de rendre les choses effectivement côté moins professoral. Et puis, vous pourrez à tout moment effectivement poser des questions. Voilà, nous nous retrouverons après cette conférence pour un mois de janvier aussi intense, puisque l'un des plus grands savants en matière de recherche islamique et coranique, islamique dans le sens historique du terme, le professeur Mohamed Ali Amir Moïsi nous proposera une découverte de son Mahomet des historiens, puis il y aura dans le courant du mois de janvier, on y reviendra, la présentation des actes du colloque Lisa qu'on a organisé avec l'université Paul Valéry il y a 2 ans, et également une conférence qui s'annonce aussi passionnante sur la guerre Russie-Ukraine par l'universitaire Comte. Voilà, je pense avoir tout dit, cher monsieur Eddy. C'est la dernière conférence de l'année. On va après souffler et reprendre des forces pour vous concocter une deuxième partie de saison universitaire aussi intéressante. Enfin, en tout cas, on l'espère. Voilà, chers amis. Quelques mots complémentaires par rapport à ce qu'a dit Michael. Donc sur effectivement le choix du thème, d'abord effectivement comme ça a été dit, c'est Léa Mérez qui nous a proposé l'intervention de Yann Morovitch, donc on le remercie. Et effectivement le thème du génocide, à travers le conflit au Proche-Orient, c'est un concept qui est venu effectivement télescoper l'actualité, on en a entendu parler tous les jours. Dans ces différentes déclinaisons, génocide, intention génocidaire. Et donc, quand on a eu la proposition de cette conférence, bien évidemment, on a saisi cette opportunité. Et donc, Yann Morovitch, avec son expertise, va nous éclairer sur cette notion, sur la notion de crime de guerre, crime contre l'humanité, les différentes juridictions. Donc, voilà, il y a énormément de matière. Donc, voilà. Et je sais que Yann Morovitch est extrêmement pédagogue, donc je lui cède tout de suite la parole. Voilà. Merci. Non, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce lieu qui est incroyable. Et mon voisin de gauche vient de vous préciser que vous pourrez m'interrompre à tout moment. J'insiste, d'un point de vue pédagogique, n'hésitez pas parce que vous allez entendre des choses qui peuvent être très surprenantes. À l'instant, on a parlé de la Shoah. Je peux vous dire par exemple que la Shoah n'a jamais été qualifiée de génocide par une juridiction. C'est une reconstruction historiographique et ça amène à des réflexions surprenantes. Par exemple, le premier procès pour génocide de notre histoire, il date du 2 septembre 1998. C'est M. Akayesu, un notable rwandais, qui a été condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Avant ça, jamais on a eu d'affaire de génocide, parce que la notion est nouvelle. Et on doit alors s'interroger pour savoir comment requalifier des occurrences antérieures, comme les massacres des Arméniens ou les massacres des Juifs, et surtout à partir de quel moment. À partir de quel moment, dans un massacre, on bascule dans cette notion si particulière, le génocide qui est défini juridiquement avec tellement de rigueur qu'elle est quasi impossible à prouver. Je voudrais ajouter, en plus de ces petites provocations, que j'ai eu une expérience professionnelle. J'ai travaillé pour l'ONU à la chambre d'appel du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et qui est commune avec, c'est également la chambre d'appel du tribunal international pour le Rwanda. Nous avions des affaires qui montaient en appel, et de ces deux juridictions d'instance, elles montaient dans la même juridiction où je travaillais. J'ai également été réviseur juridique pour la Cour internationale de justice avant de revenir à l'université. Donc ce sont des domaines, des institutions que je connais très bien, y compris les personnels, les magistrats. Certains ont travaillé avec moi en début de carrière, on a choisi des voies différentes. Certains sont devenus magistrats à la CJ ou ailleurs, d'autres ont fait universitaire. Ce milieu est assez restreint, effectivement.
Mais l'actualité nous amène à en parler parce que la notion de génocide est invoquée à tort et à travers. D'abord, devant la Cour internationale de justice, et j'ai besoin de vous le dire en introduction, pour une raison simple. C'est que la convention qui définit ce crime contient un article, l'article 9, qui prévoit la compétence de la Cour pour tout différend entre les États au sujet de l'interprétation de la notion de génocide. Et il n'existe pas de clause similaire pour les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. Donc dès qu'un État veut engager une procédure contre un autre au sujet d'un crime de masse, même si ça ne ressemble pas à un génocide, il va déformer, ou plutôt le droit l'amène à déformer la situation politiquement pour aboutir à la compétence de la Cour et avoir au moins, c'est une forme de, c'est ce que nous on appelle le lawfare, l'instrumentalisation du droit dans une optique quasi belliciste pour obtenir finalement, dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, il s'agit de façon primordiale pour l'Afrique du Sud d'obtenir le regard de la communauté internationale dans une construction politique où cet État veut obtenir un siège au Conseil de sécurité dans une réforme de l'organe. C'est une évidence car si le souci que nous avons tous en tant que techniciens serait partagé par l'Afrique du Sud, c'est-à-dire celui de protéger la population civile palestinienne, alors la voie de la juridictionnalisation n'est pas la bonne. On a tout le temps de faire justice. La justice nous déçoit tous les jours parce que nous n'avons pas assez de moyens pour engager les procédures dans toutes les affaires dans le monde et pour trouver des solutions face à tous les criminels qui participent à toutes ces affaires. Mais en tout cas, si on avance par étapes, par procédure symbolique, un chef d'État par-ci, un chef d'État iranien qui fait le arrêt, M. Poutine également, des dirigeants afghans aujourd'hui, talibans, eh bien, ce seront uniquement des procès symboliques qui engageront la responsabilité de quelques rares personnes dans des campagnes criminelles, beaucoup plus vastes. Mais si on veut une solution immédiate pour protéger une population civile, on ne fait pas ça, on rentre dans une négociation politique. Toujours. Et on a le temps de la justice, on pourra juger plus tard. Donc ici, déjà, on se rend compte, dès le début, que mon domaine, celui de ma spécialité, est instrumentalisé. Il est également instrumentalisé par la presse, qui a une tendance, dès qu'on parle, alors là particulièrement dès qu'on parle de la Palestine ou d'Israël ou du mot génocide, à utiliser des raccourcis ou des vulgarisations assez surprenantes. Vous avez vraisemblablement entendu parler du risque de génocide. On vous a dit que la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide à Gaza, et il y a 4 décisions sur ce sujet rendues par la Cour, elles sont accessibles. Allez sur le site de la CIJ, c'est icj.org, c'est très facile d'accès, et vous verrez que dans aucune de ces décisions, la Cour dit risque de génocide. Ceci est donc un mensonge médiatique, doublé du fait que la présidente de la Cour prend la parole après la première des décisions rendues le 26 janvier 2024 pour dire l'interprétation qu'il faut avoir de la décision rendue, et pour expliquer qu'en aucun cas on se prononce sur le génocide dans une décision qui est encore temporaire, qui ne vise qu'à déterminer la compétence de la Cour et éventuellement des mesures conservatoires. On aura dans quelques mois, ou peut-être dans un an ou deux, une décision sur le fond, mais pour le moment, la Cour n'a pas dit ça, et plus encore, le concept de risque de génocide n'existe pas. C'est un non-sens, parce que soit il y a une intention génocidaire et il y a génocide, soit il n'y a pas cette intention et il n'y a pas génocide. Il ne peut pas y avoir d'entre-deux, ça serait supposer à l'avance ce que pensera le criminel un jour, et aucun juge ne fait œuvre de science-fiction. Donc vous comprenez que je voudrais juste vous montrer, avant de commencer à définir les crimes que M. Dorgelin vient d'évoquer, pour les définir, j'ai besoin de vous en donner les éléments constitutifs. Vous allez comprendre à quel point ils sont parfois instrumentalisés, parfois par certains pouvoirs politiques, parfois par des magistrats eux-mêmes, parfois par des tendances, je vous le démontrerai, au sujet du droit français. Alors je vais commencer par le plus simple d'entre eux, le crime de guerre. Le crime de guerre est plus facile à définir et moins facile à juger. Pour le définir, finalement, on peut dire que le crime de guerre, c'est une violation de 2 corps de règles qui visent à appréhender les comportements des belligérants dans un conflit armé. Le premier corps de règles, on l'appelle assez généralement le droit de la haie, de la ville de La Haye. Ça nous vient de la conférence de La Haye, où le tsar Nicolas II avait réuni les États en 1899 et 1906.
ça aboutit à l'adoption par les États de conventions qui viennent limiter la façon dont on fait la guerre. On s'est rendu compte qu'on ne peut plus tout faire, qu'on ne peut pas blesser autant qu'on veut les gens ou les martyriser, et donc on élabore un certain nombre de règles. On interdit des armes, celles qui laissent par exemple des fragments indétectables dans le corps humain. Et on a beaucoup de textes plus récents qui se fondent sur les conventions de la Haye pour ajouter des obligations aux belligérants. L'interdiction d'utiliser les mines antipersonnelles, d'utiliser l'arme nucléaire, l'interdiction d'utiliser les lance-flammes contre les civils. A contrario, on doit comprendre que contre le personnel militaire, c'est possible. C'est l'état du droit des conflits armés. Les méthodes aussi sont limitées. On n'a pas le droit d'utiliser la famine, on n'a pas le droit de dire pas de quartier, on n'a pas le droit de s'en prendre aux monuments d'une grande importance culturelle ou aux barrages, on n'a pas le droit de polluer l'eau, etc. Donc tous ces comportements sont imposés aux belligérants, et s'ils sont violés dans une période de conflit armé, on a un crime de guerre. Ensuite, on impose, dans un deuxième temps des conflits armés, un ensemble de règles aux belligérants qui visent à protéger les populations qui sont sous leur emprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit de Genève, essentiellement issu des conventions de Genève, dont vous avez entendu parler. Et là, on vient protéger les blessés, les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre et la population civile. Dans une période d'occupation, l'occupant doit assurer, et c'est une des règles qui s'impose au gouvernement israélien à Gaza, le gouvernement doit, même plus que prévoir, il doit imposer la protection de la population civile et s'assurer que ses besoins élémentaires soient satisfaits. Pour les prisonniers de guerre, la liste est longue. Dans ce domaine interétatique que sont les conventions de Genève, la liste est longue des bénéfices qu'ils ont une fois qu'ils ont été désarmés. Autant on peut tuer un ennemi, et c'est tout à fait légal, dans le feu de l'action, dès qu'il est désarmé, alors on doit le protéger. Un prisonnier de guerre a ainsi le droit de voter, de faire du sport, de travailler, d'écrire à sa famille, d'avoir un traducteur, etc. etc. C'est assez impressionnant de voir ce que la troisième convention de Genève prévoit comme droit pour les prisonniers de guerre. Alors je parle ici des conflits armés interétatiques. Effectivement, depuis les années 50, après l'adoption de ces premières conventions de Genève, on a vu se développer ce qu'on a appelé des conflits armés non internationaux. Et il a bien fallu trouver un moyen de protéger les belligérants dans ces conflits, tout en faisant face à l'opposition de nombreux États qui disaient mais nous on peut garantir le comportement des soldats, mais en face on a des sauvages, des bouchers, des gens qui font n'importe quoi, et comment est-ce qu'on pourrait obtenir des garanties de réciprocité. Le droit humanitaire a dû faire des efforts pour renoncer à cette réciprocité, disant qu'on ne négocie pas l'humanité, qu'il faut avancer par étapes, et donc on a prévu des droits également pour ces conflits armés non internationaux, mais ils sont restreints. Par exemple, les prisonniers de guerre, des CAMI, conflits armés non internationaux, ne bénéficient que de considérations élémentaires d'humanité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de les torturer, on n'a pas le droit de porter atteinte à leur dignité, mais on ne prévoit pas pour eux des traducteurs ou la possibilité de se marier s'ils en font la demande. Contrairement à ce que je vous ai expliqué pour les prisonniers de guerre, dans les conflits armés internationaux. Voilà, toutes les violations de l'une de ces règles est crime de guerre. La difficulté ici, je vous l'ai annoncé, elle n'est pas dans la définition, elle est plutôt dans le jugement. Parce que le juge est confronté à une multitude d'actes de guerre, et chacun peut être un crime de guerre. Autrement dit, on ne juge pas une politique dans son ensemble, ce qui serait facile, on juge des actes individuels. Un même soldat peut, avec une même arme, à 2 minutes d'intervalle, tuer un ennemi, c'est un acte de guerre. Blesser un membre de la population civile, c'est une victime collatérale parce qu'il n'a pas fait exprès, la balle a ricoché. Et ensuite, tuer volontairement un autre membre de la population civile et commettre un crime de guerre. Et le juge doit donc s'interroger systématiquement pour chaque balle, chaque missile, chaque décision militaire, pour savoir si finalement elle a bien une finalité stratégique ou si elle viole l'ensemble des règles que j'ai indiquées, notamment celles qui visent à protéger la population civile des effets du combat. Et c'est très difficile. Le juge pour l'ex-Yougoslavie, le juge international, a été expert sur cette question et on a énormément de décisions qui, cas par cas, s'interrogent sur une grenade, le fait de rentrer dans une maison dans laquelle il y avait des civils, dans laquelle les soldats s'étaient cachés. Alors, vous pourriez me poser des questions si vous souhaitez sur les crimes de guerre, mais je pense que aller plus loin, c'est devenir... c'est rentrer dans un détail qui va me prendre beaucoup de temps. Je vous propose d'en rester là sur le crime de guerre s'il n'y a pas plus de questions,
pour attaquer les deux autres crimes qui sont beaucoup plus longs à définir et peut-être aussi difficiles à juger. Pas de questions sur le crime de guerre, je peux avancer, tout est clair? Oui. Il y a combien de personnes qui sont actuellement poursuivies pour ça? Mais devant quelle juridiction? Parce que, en droit international, on a une seule juridiction aujourd'hui pénale. On a la Cour pénale internationale. Devant la Cour pénale internationale, il y a très peu d'affaires. Je ne saurais même pas vous dire si on dépasse la vingtaine aujourd'hui, la vingtaine. Donc, est-ce qu'on a, quand je vous dis une affaire, c'est l'affaire Palestine par exemple, il y a 5 personnes poursuivies. 3 sont décédés, 2 feront peut-être l'objet d'un jugement un jour, j'y crois modérément, parce que l'article 1er du statut de la Cour pénale internationale prévoit que sa compétence est complémentaire de celle des juridictions nationales. Autrement dit, si les juridictions israéliennes se saisissent, et c'est fort possible, de M. Netanyahou sur le fondement des crimes commis à Gaza, alors la CPI se retirera. Donc combien y a-t-il d'affaires? Il y en a peut-être un certain nombre que je ne connais pas devant des juridictions nationales. Imaginez ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui, dans ce qu'on appelle une multitude de conflits armés non internationaux, quand le pouvoir central attrape des miliciens, il les juge, et on les juge parfois pour crimes de guerre. Je ne peux pas vous faire la liste des juridictions nationales. Pour le crime... Ah, pardon. D'autres interventions? Pour le crime contre l'humanité, la chose a été beaucoup plus longue. En fait, on s'est rendu compte, et c'était pendant ce qu'on appelait à l'époque les massacres des Arméniens, que des campagnes criminelles étaient menées contre des populations civiles, évidemment en l'occurrence la population civile arménienne, pendant la Première Guerre mondiale, pendant un contexte de conflit armé, mais sans aucun lien logique avec le conflit armé qui était en cours au même moment. Et on se rend compte donc que les belligérants profitent d'une situation de violence, parce que la guerre c'est violent, et que dans la guerre on tue les gens, pour mettre en action une autre politique. Et on a sur place des observateurs internationaux, essentiellement des diplomates, qui rapportent ça à leur chancellerie et qui disent qu'il faut faire quelque chose. Et ils vont essayer de créer un néologisme pour pouvoir juger, parce qu'on a besoin d'un chef d'accusation. Ils parleront à l'époque de crimes de lèse-humanité, de crimes contre la civilisation, de crimes contre la chrétienté. On écartera très vite ce terme d'ailleurs parce qu'on a peur de heurter les musulmans des colonies. Et puis on arrive, les choses vont pas vite, hein, on arrive à la fin de la Première Guerre mondiale. On sait qu'on peut juger, qu'on doit juger, on veut d'ailleurs juger Guillaume II, on prévoit son jugement mais il ne sera jamais mis en exécution parce que les Pays-Bas ne vont pas le remettre. Et quant au massacre des Arméniens, au-delà des déclarations de principe et de bonne foi, il y aura 0 jugement. 1,5 million au moins de victimes, pas de jugement. 120 personnes à peu près iront dans les prisons anglaises le temps d'être en attente de jugement, puis on les libère. Avant jugement, il y a une amnistie générale. Et c'est un des grands échecs. C'est le premier échec de la justice internationale. Je dirais qu'il est constructif, parce que c'est sur le fondement de cet échec qu'on se dira en 1945, même avant, dès 1940, on doit en tirer une leçon, on ne peut plus avancer sans jugement. En 1940, les Alliés prennent un engagement solennel, ça s'appelle comme ça, de juger les nazis pour les crimes commis contre les populations civiles en territoire occupé, et notamment pour l'extermination des Juifs. C'est un engagement, juridiquement ça oblige les États, et ça aboutit à l'été 1945, à la réunion à Londres des rédacteurs du tribunal de Nuremberg qui adoptent le statut de Nuremberg dans l'accord de Londres, et ce statut prévoit le jugement des grands criminels pour 3 chefs d'accusation: crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Alors le crime de guerre, on commençait à savoir ce que c'est, on savait déjà qu'il y avait des interdits qui étaient codifiés depuis la fin du XIXe siècle. Sur le crime contre l'humanité, on sait ce qu'on voulait désigner, mais en même temps, il faut que vous sachiez que le droit international est construit sur la coexistence des États souverains, et qu'il n'y a donc rien au-dessus des États. L'ONU aujourd'hui, par exemple, est inférieure d'un point de vue normatif aux États. Elle obéit aux États. Ce sont les États qui décident de tout, ce sont même eux qui fabriquent le droit international. Autrement dit, un État n'est engagé à une règle de droit que s'il l'a acceptée. Contrairement à nous qui sommes sujets de droit interne et qui sommes dépendants finalement
des décisions des parlementaires qui vont élaborer des règles pour nous, à notre demande, puisque ce sont nos élus. En droit international, ce monde fonctionne différemment. Il n'y a pas de juge au-dessus des États, il n'y a pas d'exécutif au-dessus des États, il n'y a rien au-dessus des États. L'enjeu, c'est de toujours respecter la souveraineté étatique. Donc, on a une culture dans laquelle, finalement, le gouvernement fait ce qu'il veut sur sa population. On ne peut même pas juger, avoir un jugement pas juridique, un jugement politique sur le fonctionnement, l'organisation de l'État. Dictature, république, monarchie, démocratie, finalement, ce sont des modalités différentes d'organisation du pouvoir, et nous n'avons aucun regard, ni aucun droit de regard, aucun mécanisme qui nous permet aujourd'hui de rentrer en Chine et de dire que ce que fait la Chine avec les Ouïghours, c'est pas bien. Nous n'avons aucun mécanisme pour rentrer en Corée du Nord non plus. C'est pour ça qu'il y a encore 200 000 prisonniers dans les camps de concentration nord-coréens, ou qu'il y a cette famine qui a tué 1 million de personnes. On n'a pas ces outils-là. On doit toujours préserver la souveraineté des États. Et donc il était difficile pour les rédacteurs et pour les juges de Nuremberg de considérer qu'on allait dire aux nazis, vous ne pouvez pas quand même faire ce que vous voulez avec votre propre population. Et c'est uniquement parce que les nazis s'en sont pris à des minorités en territoire occupé qu'on a pu juger. On n'a pas jugé les crimes commis contre les juifs allemands. On n'a pas du tout jugé, par exemple, les crimes commis entre 1933 et 1939. Les juges ont estimé, les rédacteurs d'ailleurs ont estimé le besoin de rattacher la justice à la période de conflit armé, en disant on est en période de conflit armé. Donc, il y a une forme d'obligation internationale qui s'impose à tous les États, parce qu'on est tous impliqués dans cette situation de violence, et on peut juger uniquement à ce moment-là. Cette règle-là aura beaucoup de séquelles, y compris en droit français, quand le droit français nous dira, par exemple, dans la première loi adoptée à cet égard, qui définit le crime contre l'humanité, c'est une loi de 64, qui constate l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité tel que défini à Nuremberg. Et quand on va amener des affaires pour crime contre l'humanité devant les magistrats français, notamment au sujet de crimes commis pendant la période décoloniale en Algérie ou en Indochine, les juges diront, mais ce ne sont pas des crimes commis entre 1939 et 1945, ça. Autrement dit, et par les forces de l'Axe, ajoute-t-il, autrement dit, là où le statut de Nuremberg, ou plutôt là où Nuremberg a jugé des ressortissants des forces de l'Axe, 22 grands criminels, pour des crimes commis entre 1939 et 1945, pendant la période d'invasion allemande, les juges français ont voulu confondre ces éléments de circonstance, c'est des éléments qui finalement fondaient la compétence du tribunal de Nuremberg, avec des éléments de définition du crime. Nous disant, 20 ans après, il n'y a de crime contre l'humanité que commis par des forces de l'Axe, et uniquement entre 1939 et 1945. Autrement dit, un Français qui commet des crimes contre l'humanité n'existe pas. C'est ça que nous dit la jurisprudence française. Je vous ai annoncé tout à l'heure une spécificité nationale. On la retrouve dans plusieurs pays. C'est très impressionnant. Ce droit français qui, jusqu'en 1994, date de l'adoption du nouveau code pénal, entre les deux dates, entre 64 et 94, on vous dit un Français ne peut pas juridiquement commettre de crimes contre l'humanité. Bien sûr, il va commettre d'autres actes qui sont, c'est pas très bien, mais c'est pas des crimes contre l'humanité. Et lorsqu'on va juger les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple ceux de Maurice Papon ou ceux de Paul Touvier, on condamnera ces individus de complicité de crimes contre l'humanité. Comme si on leur reprochait non pas les actes qu'ils ont commis, mais d'avoir adhéré au plan criminel commis par les forces de l'Axe. L'idée de la jurisprudence française et du droit dans sa globalité, c'est de blanchir la France. Le droit pénal nous dit que la France n'a rien à voir avec la persécution des Juifs en France. L'avocat de Maurice Papon va saisir le Conseil d'État. Et le Conseil d'État va aller en sens inverse. Le Conseil d'État va nous dire que si Maurice Papon a pu commettre des actes criminels contre des Juifs, c'est grâce à l'appui des institutions françaises. Et le Conseil d'État va donc exiger le partage des obligations de réparation de M. Maurice Papon à 50-50 entre M. Papon et la France. On va donc diviser cette fois-ci en deux. Ce qui veut dire, mais ça, Léa, toi qui es juriste, tu connais, on a des contradictions devant des juridictions. On a la juridiction pénale qui nous dit une chose, pas de responsabilité française, et la juridiction administrative qui nous dit non. Il y a une responsabilité française. Si je peux me permettre,
la déclaration du président Jacques Chirac reconnaissant la responsabilité de l'État français, est-ce qu'elle a des fondements juridiques ou pas du tout? Il s'agit d'une déclaration politique. C'est la déclaration d'un chef d'État. Alors, ça a une valeur politique immense, mais ça n'aboutit pas à une norme applicable. Dans notre métier, nous, on a besoin de juges. Ce sont les juges qui font, surtout en droit pénal. Alors, quand un chef d'État reconnaît une responsabilité, la reconnaissance, en fait, n'engage que celui qui procède, comme la reconnaissance d'État. La reconnaissance, ce n'est pas l'existence. Un juge peut très bien venir après Jacques Chirac et dire « la France n'est pas responsable ». Et c'est ce que fait d'ailleurs le juge pénal dans l'affaire Papon, puisque l'affaire Papon est postérieure à la déclaration de Jacques Chirac. D'ailleurs, Mitterrand se retranchait derrière cette phrase qu'il répétait régulièrement. C'était l'État français, aujourd'hui c'est la République française. Ce sont deux choses totalement différentes. Tout à fait, mais cette Et il a fiction... été longtemps beaucoup plus ardu de juger la France de Vichy que les nazis. Donc on a commencé par Paris, puis ensuite publié par Condé. Il faut distinguer le jugement pénal d'un individu et le jugement d'un État, la responsabilité d'un État. Il n'y a pas de responsabilité pénale pour un État. Ça n'existe pas. Donc, quand on parle de responsabilité d'un État, on la décline en obligation souvent de réparation ou d'indemnisation, voire c'est un concept étonnant en droit international, on parle de satisfaction. Ça peut être des demandes d'excuses. L'exemple typique, c'est l'Israël qui enlève Eichmann en Argentine. L'Israël n'a pas le droit de faire ça. L'Argentine a protesté, évidemment. Elle n'a pas réclamé le retour d'Eichmann. Et Israël, qui avait engagé sa responsabilité au regard de cet acte illégal, a présenté des excuses. L'Argentine s'en est satisfaite et c'est ainsi qu'on a purgé la responsabilité israélienne. Mais tout en droit international, tout tourne autour de cette notion de responsabilité si particulière. Donc je répète vraiment, ne confondez pas la dimension pénale de la responsabilité individuelle et la responsabilité plutôt de nature quasi politique, étatique. N'hésitez pas à intervenir. Je reviens. Oui. Alors, si on résume, il y a les trois, j'aimerais bien avoir les noms des trois principaux génocides qui ont existé. C'est vraiment des génocides. Les trois juges. Oui. Génocide. Ah, pardon, je veux juste rajouter. Oui, bien sûr. Le 20e, c'est le siècle des génocides. Mais on oublie souvent qu'avant l'Arménie, avant le génocide arménien, il y a eu le massacre des héros. Et chaque génocide annonce le suivant. Le massacre des héros annonce peut-être le génocide arménien, qui lui-même annonce le génocide des Juifs. Mais après, j'aurais une question en conclusion. D'accord. Moi, je vais Question aussi, monsieur, vous parliez des héros, mais là, cette appréciation de génocide, elle est juridique ou pas? Non. Alors, j'y viens. Voilà. Vos questions se rejoignent. Moi, je dirais que c'est pas reconnu. Contrairement à... alors, vous soulevez beaucoup de notions d'un seul coup. La reconnaissance, parce que dans ce cas-là, la Shoah non plus n'est pas reconnue comme génocide. Mais peut-on qualifier le massacre des héros de génocide? Alors, Vous allez un peu trop vite. oui, vous allez très très vite, mais très bien. La sauter une étape. Alors, aucun génocide, moi je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'un génocide en annonce un autre, en tout cas pas juridiquement, bien sûr philosophiquement, pourquoi pas. Mais certaines formes de la volonté d'anéantissement et au niveau de la méthode. on peut dire en tout cas que chaque génocide est précédé d'une période criminelle contre l'humanité. Par exemple, pour les Arméniens, on a 200 000 personnes qui sont assassinées en 1894-1895. Pour les Juifs, si on date le génocide à la solution finale, finalement, la solution finale est décidée soit à Wannsee pour les historiens intentionnalistes, janvier 42, soit pour les historiens fonctionnalistes un peu avant, à l'été 41. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de Juifs qui meurent avant, entre 33 et 41, dans un processus qui n'est pas encore génocidaire, on n'est pas encore dans la solution finale. Il y a donc une période criminelle contre l'humanité qui juridiquement se transforme du fait d'une décision quasi administrative de la part du pouvoir criminel. Cette décision-là, c'est celle qu'il faut identifier. Alors vous prenez beaucoup d'avance sur mon exposé, mais on l'identifie, la doctrine est unanime dans 3 cas. Les massacres des Arméniens, mais seulement à partir du 24 avril 1915, pas pour les crimes qui ont eu lieu avant. Le massacre des Juifs, mais seulement, je viens de vous dire, à partir de l'été 41. Le massacre des Tutsis du Rwanda, mais seulement à partir du 7 avril 1994, pas les dizaines de milliers de victimes avant. En dehors de ces 3 cas-là, il n'y a aucune unanimité sur une autre situation. Oui. Il y a
le cadre des... alors, on a des chambres extraordinaires qu'on a construites au sein des tribunaux cambodgiens qui visent à poursuivre les Khmers rouges pour les crimes commis entre 75 et 79. Mais c'est vrai que dans un propos généraliste, on l'oublie souvent parce que ces procédures visent à sanctionner les responsables de 2 millions de victimes. Or, les chambres, c'est un épiphénomène très marginal des massacres commis au Cambodge. On parle de 2000 personnes. Donc, les juges, les procureurs et les juges ont décidé de ne pas poursuivre pour génocide l'ensemble des crimes commis par les Khmers rouges, sauf, effectivement, pour les 2000 meurtres de ressortissants du groupe Charles. Tout à fait. Tout à fait. Là, il n'y a pas de contestation possible non plus. En dehors de ça, on voit apparaître, alors on a des discussions sur l'ex-Yougoslavie, on a des discussions sur les héros, le spécialiste c'est Joël Kotek, un historien qui nous parle de ces massacres en Namibie. Un universitaire belge que l'on a reçu à l'Institut Maïmonide et qui a travaillé sur le conflit israélo-palestinien. D'accord, d'accord. Ils sont 2 frères, je crois. Oui, tout à fait. Et pour les héros, j'ai du mal à me prononcer au moment où je pense que l'historiographie est encore un peu incomplète. Ça y ressemble, ça ressemble effectivement à un génocide, peut-être que je vais vous le décrire. Mais si je commence par l'illustration, exactement. On va. Est-ce que vous me permettez de retomber Reprenez votre... Oui, je reprends sur le crime contre l'humanité parce que pour comprendre ce qu'est un génocide, on a besoin de passer par le crime contre l'humanité. Et après ces longues parenthèses sur l'instrumentalisation des notions, ce que je dois vous dire, c'est que le crime contre l'humanité qui a effrayé les magistrats à l'époque, a été défini de façon substantielle par le statut, mais pas par le tribunal, qui a été craintif. Et donc, on n'a pas la même définition exactement dans le statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, ni dans le statut du tribunal pour le Rwanda, ni même dans le statut de la Cour pénale internationale. Je suis obligé ici de vous faire une synthèse. La synthèse, elle tient en une phrase. Un crime contre l'humanité, c'est un acte inhumain, commis dans le cadre d'une politique qu'on lance contre une population civile choisie, pour des raisons discriminatoires. Je vais revenir sur chacun de ces éléments, mais notez acte inhumain, d'une part, c'est l'élément matériel, et d'autre part, le contexte, l'élément intentionnel, la politique que l'on veut servir, qui, elle, vise une population civile qui fait l'objet d'une discrimination. Cette politique, vous trouverez des synonymes dans les différents textes, dans les différents statuts. Ça peut être attaque, conspiracy, plan concerté, but criminel. Mais l'idée est bien là, avoir ces deux éléments constitutifs, parce que sans le deuxième, le premier n'est qu'un acte criminel de droit commun. Un acte inhumain, meurtre, torture, déportation, disparition pour la pratique sud-américaine. Et puis, plus largement, les juges ont identifié, parce qu'on avait une locution, un chef qui s'appelait « Autre acte inhumain », on vous parle de l'atteinte à la dignité ou des expériences médicales sur le corps humain. Dans le texte le plus récent, dans le statut de la Cour pénale internationale, on parle enfin des violences sexuelles, stérilisation forcée, grossesse forcée, prostitution forcée. Sans avoir à redéfinir ces actes qui relèvent finalement de ce qu'on connaît en droit commun, il y a un moment où, devant un juge, on ne reçoit qu'une personne accusée de crime contre l'humanité. Et donc, on doit se demander si cette personne, s'agit-il pourquoi pas, d'un Allemand, un habitant de Berlin, qui tue son voisin juif en 1942. Est-ce qu'il le fait est-ce que c'est un crime passionnel, un crime raciste de droit commun, ou est-ce qu'il a voulu servir, le deuxième élément, la politique, est-ce que son acte s'insère donc dans la collectivité criminelle, ce qui lui donne la coloration juridique de crime contre l'humanité, ou est-ce que c'est un acte individuel? Il n'y a pas de crime contre l'humanité isolé, ça n'existe pas. Un crime contre l'humanité, c'est nécessairement cet acte inhumain qui sert la politique. Alors on continue sur l'acte inhumain. Les juges font œuvre de création, on nous dit ce qu'est un acte inhumain. On a pu, au sujet de l'ex-Yougoslavie, s'interroger sur la prise d'otages, sur l'utilisation de civils comme boucliers humains, sur des passages à tabac. Mais surtout, ce qui est très significatif, parmi ces sous-chefs d'accusation, c'est celui de persécution. Celui qui permet de juger Eichmann, par exemple, à Jérusalem. Et ce chef de persécution, des Nuremberg, on vous dit, il est très large. Il permet finalement de condamner toute modification du contexte de vie juridique de la population ciblée. Je veux dire par là que si le droit pénal est censé nous protéger, dans le cadre des persécutions, il devient l'outil de la répression. Il est dénaturé, utilisé à l'encontre de ses buts initiaux pour sanctionner une population.
c'est cet ensemble de mesures qui interdisait aux Noirs d'Afrique du Sud de se marier avec qui ils le souhaitaient, d'habiter où ils le souhaitaient, de posséder des fonds de commerce. C'est ces mêmes persécutions qui viennent imposer aux Juifs de porter une étoile jaune. Ça n'a rien de comparable avec un meurtre, d'abîmer un vêtement. Hein. Et pourtant, le port de l'étoile jaune, l'interdit des postes de radio, l'interdit d'être fonctionnaire, l'interdit de posséder un vélo, sont autant de mesures qui ont désocialisé, déshumanisé la population civile ciblée. Et ce chef de persécution, qui va jusqu'aux privations économiques, confiscation, amende, captation des biens, est crime contre l'humanité, la persécution est criminelle contre l'humanité, si elle sert la politique. Et elle la sert, parce que si on va aussi loin qu'incriminer les spoliations économiques, c'est bien parce que ces spoliations permettent la mise à l'écart de cette population et la fragilisant permettent à terme l'extermination de cette même population. Voilà pour l'élément matériel. Oui, puis souvent, au début de la Seconde Guerre mondiale, les lois d'arianisation économique qui précèdent certaines, même le fait de stipuler le statut des Juifs et la possession des Juifs par le gouvernement de l'État français de Vichy au travers de son ministère des Affaires juives. Et on le dit souvent, au début de la Seconde Guerre, comme ça permet à notre universitaire de souffler, au début de la Seconde Guerre mondiale, les lois d'arianisation économique qui ont été votées par le gouvernement vichiste, l'objectif du ministère des Affaires juives, du commissariat général des questions juives, était de déposséder les Juifs de leurs biens. Il y a eu 400 lois, ordonnances, décrets qui ont contribué à accentuer la mise au banc de la société des Juifs. Alors pour ce qui est effectivement de l'étoile jaune, alors là on est en période contemporaine, mais les nazis n'ont rien inventé, puisque cela remonte au 8e siècle, il y avait déjà un signe distinctif dans le vêtement pour les Juifs. Une question, s'il vous plaît. Quand le président Macron a dit que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, c'est une notion qui paraît assez vague et à tonalité morale, qui a l'air de recouper la description que vous faites du crime contre l'humanité. C'est pas un magistrat. C'est pas un magistrat. Non, c'est un propos politique, C'est encore un une propos fois, politique. mais parfois on a des propos, en revanche, normatifs qui sont plus inquiétants. Quand Madame Taubira nous dit que la traite des esclaves est crime contre l'humanité, moi j'en avais parlé avec Badinter, qui à l'époque était... D'abord j'ai été son étudiant, puis après j'étais son collègue, et il m'a dit, mais comment vouliez-vous qu'on s'oppose à l'unanimité de l'Assemblée? Il y a un moment où la politique l'emporte sur la raison, ou sur la science, ou sur le droit, mais surtout, la première des règles, c'est que la loi est générale. La loi doit nous dire, doit définir le crime contre l'humanité. Mais c'est au juge de dire à quel cas d'espèce s'applique cette règle. La loi, si la loi est générale, elle ne peut pas nous dire ce crime-là ou cet acte-là est crime contre l'humanité. C'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est grave quand on est ministre de la Justice de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Mais le crime est tellement odieux et puis sans conséquence pénale en réalité parce que tous les acteurs ont disparu que la question ne s'est pas posée. Oui. Oui, je voudrais revenir sur la notion de responsabilité. Vous avez dit que ça dépend, en fait, l'Allemand qui tue son voisin, est-ce qu'il a fait pour la nation ou est-ce qu'il a fait, c'est un crime passionnel. Hier, le père et son fils qui l'ont tué, est-ce qu'ils ont prêté allégeance à Daesh? Là, comment s'exerce la responsabilité de l'un et de l'autre, de l'organisme, de la communauté Daesh et de l'individu? Si l'on établit qu'il existe une politique criminelle contre l'humanité visant à persécuter les juifs et communistes, donc on n'a même pas besoin de dire c'est Daesh. Aujourd'hui, le droit est devenu beaucoup plus informel. Initialement, tout commence à Nuremberg, on vous dit c'est la SS qui est responsable et les membres des SS sont ipso facto coupables parce qu'ils appartiennent à la SS qui a lancé ce plan criminel. Le droit est devenu beaucoup plus informel, il suffit qu'il existe une entente, ça peut être l'entente au Soudan des Janjaouides, les cavaliers qui vont persécuter les fours, la population noire du Darfour. Si on identifie donc une collectivité criminelle qui vise les juifs et que ces deux personnes ont attaché leurs actes à cette collectivité, ils peuvent être poursuivis pour crime contre l'humanité. Maintenant, soyons lucides, il s'agit de deux personnes, la Cour pénale internationale ne va pas se saisir de leur cas, ils seront jugés par les juridictions australiennes ou éventuellement s'il y a une demande d'extradition, ce à quoi je ne crois pas, par des juridictions étrangères, du chef de droit commun, avec une aggravation de responsabilité tenant à la nature antisémite de leurs actes. Mais on n'invoquera pas les notions de crime international. Il n'y avait plus de questions, j'y vais. Je finis ? Oui. Ok. Le deuxième élément, et ça va aussi vous répondre d'ailleurs,
Vous anticipez beaucoup avec mes propos. Le deuxième élément, c'est le contexte dans lequel doivent s'inscrire les actes qu'on a vus pour qu'ils deviennent des crimes contre l'humanité. C'est une politique. Cette politique, elle a deux caractéristiques. La première, c'est que on doit la prouver. On doit prouver son existence, ce qui est très difficile. La deuxième, c'est qu'une fois prouvée, elle permet, c'est ce que je viens de vous dire, d'aller engager la responsabilité de ses membres. De ceux, en tout cas, pas de ses membres, le terme est mal choisi parce qu'il est justement très fort. De ceux qui y participent. Identifier la politique, on se repose sur des éléments factuels. On se dit, tiens, quand on rentre au Rwanda en 1994, on voit beaucoup de corps par terre, c'est quand même vraisemblablement qu'il y a une politique en ce sens. C'est pas une violence spontanée de quelques voisins contre leurs autres voisins. Quand on constate sur ce même champ criminel que toutes les femmes ont les tendons coupés d'un bout à l'autre du pays, c'est vraisemblablement qu'il y a un ordre en ce sens, une circulaire administrative. Quand on essaye de trouver des documents aussi, mais là généralement on n'en a pas. Ils sont rares les criminels contre l'humanité qui avouent leur politique criminelle. Seul le Premier ministre du gouvernement intérimaire est venu devant notre juridiction dire « oui, on voulait tuer tous les Tutsis ». Cet aveu-là a facilité le travail probatoire. Mais sinon, aussi, on est obligé de se reposer sur la matérialisation du crime. Comment on faisait si vous voyez tout simplement qu'un même vocable désigne les victimes d'un bout à l'autre du pays, si vous voyez que dans les camps de détention des prisonniers musulmans en Republika Srpska, cette entité serbe dont les miliciens en Bosnie-Herzégovine visaient à organiser cette purification ethnique, autrement dit à se débarrasser des musulmans. Et là, les prisonniers musulmans, quand on s'est rendu compte qu'ils étaient déplacés d'un camp à un autre, c'est qu'il y avait des listes. S'il y avait des listes, c'est qu'il y avait une autorité des camps. Il n'y avait donc pas 2-3 miliciens qui enfermaient leurs voisins à un bout du pays et 2-3 miliciens qui le faisaient à un autre bout. Il y avait vraiment une coordination, il existait une politique. Pour la déportation des Juifs d'Europe, pour les Juifs qui partaient essentiellement, pour la plupart de Bobigny, de la gare de Bobigny, dans chaque wagon, il y avait un seau qui était destiné à des besoins d'hygiène fondamentale, en tout cas en théorie, parce que ça ne pouvait pas marcher comme ça, évidemment, au regard du taux de remplissage des wagons, mais on peut s'interroger, qui met le seau dans le wagon chaque matin de déportation? Comment est-ce que la société de chemin de fer, à Bobigny, a autant de seaux à sa disposition? C'est quand même qu'il y a eu un ordre en ce sens, qu'il y a une anticipation, une organisation. Donc c'est pas le cheminot ou les quelques soldats qui sont là, qui, eux, déportent les Juifs, qui l'ont fait seuls, ils l'ont fait dans le cadre d'une politique. Et puis si vous vous rendez compte qu'il y a des sceaux dans tous les wagons de déportation sur l'Europe entière, c'est qu'il y a, au-delà des sociétés de chemin de fer, une autorité centrale qui a donné des instructions pour les modalités de la déportation. Cette autorité, c'est simple, c'est Eichmann. Et c'est comme ça qu'on prouve la politique. Parce que si pour vous, aujourd'hui, la Shoah, et d'un point de vue historiographique, était assez clair, en 1945, on sait qu'on a tué beaucoup de gens, mais on n'a pas encore le recul sur l'étendue de la décision politique. Et c'est ce genre d'enquête, d'éléments de preuve qu'on fait en juridiction pendant des mois et des mois sur chaque affaire pour déterminer l'existence d'une politique. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Après, on peut pénalement poursuivre chaque personne qui participe. Qu'est-ce qu'on distingue en participant? On a les planificateurs, ceux qui organisent la politique. On a les donneurs d'ordre, ceux qui en dessous transmettent au bourreau les ordres de tuer, essentiellement des militaires, mais aussi des civils. Et on a les bourreaux en bas qui, arment à la main, font le travail qu'on leur demande. Ça, c'est assez simple à identifier comme triptyque. Mais comme responsable, on en a beaucoup d'autres. On a tous ceux qui aident ou encouragent. C'est l'article 25 du statut de la Cour pénale internationale qui nous dit cela. Tous ceux qui aident ou encouragent. Pensez, je vais vous donner un exemple. En 1994, au Rwanda, pour tuer les gens, les miliciens montent des barrières. Quand vous passez la barrière, vous devez présenter vos papiers. Si vous êtes Tutsi, on vous tue immédiatement. Si vous n'êtes pas Tutsi, on vous laisse passer. Les gens qui sont restés sur les barrières n'ont pu rester que parce qu'on leur a apporté à manger. Des jours et des jours, ils n'auraient pas pu rester sinon. Que pensez-vous de la personne qui fournit aux miliciens de quoi rester sur sa barrière et de continuer à tuer? En connaissance de cause, les corps sont là. Les corps sont par terre. Que pensez-vous, et la question se pose à l'infini, du conducteur du train, de celui qui fait des listes, de celui qui donne des armes, etc. Et donc, là, on est face à une immensité criminelle, on se rend compte que ces crimes de masse, et qui sont effectués en vertu d'une politique, englobent à peu près 80% des populations. Alors certes, on ne peut pas juger tout le monde. Au Rwanda, avant le génocide, il y a 8 millions de personnes, après il y en a 7 millions.
2 millions à peu près ont participé à la réalisation de la campagne criminelle. Quand Kagame revient au pouvoir en 1994, il ne veut pas juger tout le monde. On juge 93 personnes devant la juridiction internationale, 50 000 devant les prisons nationales rwandaises, devant les juridictions nationales rwandaises. Le reste, on a monté des juridictions tribales, les Gachacha, on a fait passer 2 millions de personnes devant elles, mais ce n'est pas un véritable procès. Donc, à un moment, il y a un choix politique qui est fait, et un choix politique de la part d'un membre de la juridiction, c'est le procureur, qui est le seul animal politique de toute juridiction. Il bénéficie de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Il choisit qui les poursuit. Et quand on est confronté à des meurtriers de masse, des gens qui, armes à la main, en Bosnie, tuent 2000 personnes, on s'intéresse moins, en réalité, à celui qui a vendu l'arme. Malheureusement. Rien n'empêche les juridictions nationales, par la suite, d'en faire autant. Mais ici, je vous montre le hiatus immense qui existe entre la définition des responsabilités en droit et leur application dans la justice. Et leur application dans la justice grâce à la politique ou à cause, je dirais, de la politique mise en œuvre. Au regard des 1000 personnes à peu près qui ont travaillé près des chambres à gaz, je ne parle pas ici des juifs obligés de le faire, je parle des membres de la SS qui ont participé au gazage des juifs. 900 n'ont jamais été même poursuivis, je n'ai pas dit pas condamnés, je dis pas poursuivis. 90% n'ont pas été poursuivis. C'est un des échecs de la justice internationale, ou plutôt il faut prendre conscience que la justice internationale ne peut pas tout parce qu'elle est unique. On a, je vous le répète, une juridiction, quelques magistrats, on ne peut pas tout faire. Donc on doit symboliquement choisir quelques affaires essentielles, et dans ces affaires, quelques accusés symboliques. La dernière remarque que je dois vous faire sur le crime contre l'humanité avant d'aborder le génocide, c'est que je vous ai dit que la politique en question, elle cible une population civile, pas militaire, c'est important, une population civile choisie. Choisie, c'est une discrimination. La discrimination, elle est prévue dans les statuts des juridictions. Elle est raciale, religieuse ou politique à Nuremberg. Elle évolue dans les textes ultérieurs. On vous parle de discrimination culturelle ou sociale, notamment à la suite des massacres au Cambodge. Et puis, dans le texte le plus récent, on ajoute la discrimination sexuelle. Donc une politique qui vise les gens par raison de leur sexe peut être jugée par la CPI. Et le procureur s'est saisi récemment de cette disposition pour engager une procédure contre des chefs talibans. Mais l'article 7.3 du statut nous dit que l'homosexuel signifie l'appartenance à l'un ou l'autre des deux genres masculin ou féminin et n'a aucun autre sens. Autrement dit, en l'état du droit international, une politique qui vise des gens à raison de leur orientation sexuelle ou leur identité sexuelle qui ne serait ni féminine ni masculine, ces politiques-là ne relèvent pas de la compétence de la Cour pénale internationale. Et donc elles ne peuvent pas être jugées puisqu'on n'a pas d'autre juridiction. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une politique qui vise les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels n'est pas criminelle contre l'humanité en soi, mais en tout cas on n'a pas de juridiction pour en juger. Et pour une raison simple, c'est que la Cour pénale internationale est construite sur un traité, le traité de Rome. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les États sont souverains. Et les États ont adhéré à ce traité, ils l'ont fabriqué, ils l'ont rédigé. Et en le rédigeant, certains États ont fait valoir leur spécificité nationale. Par exemple, l'Ouganda incrimine l'homosexualité comme un délit dans sa législation. Il était donc hors de question pour l'Ouganda de s'exposer à des sanctions devant la CPI au motif de sa législation existante. Le droit international évoluera sur cette question. Pour le moment, on est dépendant de la volonté étatique en ce sens. Quand il y aura une volonté globale étatique, on pourra faire évoluer les choses. J'ai fini. Oui. Oui, pour revenir à la Bosnie, c'est considéré comme un génocide. Mais on n'est pas encore au génocide. Mais On y arrive. la réponse va être subtile. Mais je vois que c'est plus le génocide qui vous intrigue que le crime contre l'humanité. Non, pas du tout. D'accord. C'est parce que c'est malheureusement souvent le cas. Ce mot a une force qui m'échappe totalement. En tout cas, quoi qu'il en soit, on arrive dès 1945, on a un juriste américain d'origine polonaise, Raphaël Lemkin, qui travaille depuis plus de 20 ans sur la question à partir du massacre des Arméniens. Il fait des communications dans tous les congrès de droit pénal, partout où il peut aller. Et il fabrique le mot génocide à partir du génos en grec, le clan, la race,
et caedere qui donne cide en latin tuer, exterminer. Il fabrique le mot génocide qui commence, grâce à ses communications, à rentrer dans les habitudes. Dans l'acte d'accusation à Nuremberg, on parle de génocide, mais dans un sens non technique. Ce chef d'accusation n'existe pas. On ne condamne pas pour génocide. Mais à force de militer, et surtout, il se rend compte qu'au 1er octobre 1946, le jugement de Nuremberg est décevant. Premièrement, parce qu'il a très peu utilisé la notion de crime contre l'humanité. Je vous ai dit que les juges en avaient eu peur, parce qu'ils avaient l'impression d'outrepasser la souveraineté des États. Et puis, parce que, de toute façon, il y avait une différence, Lemkin l'avait bien vu, fondamentale entre la persécution de certaines minorités en territoire occupé et l'extermination des Juifs. Et Lemkin voulait qu'un chef d'accusation spécifique traduise cette politique spécifique que vous appelez assez largement la solution finale. Il fallait trouver ce mot. Ce mot a été utilisé et il est devenu une règle le 9 décembre 1948 dans un nouveau traité qui s'appelle la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La veille de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand même. Les États s'engagent, ils s'engagent à prévenir et à juger le crime de génocide, et surtout ils le définissent, après de nombreux travaux préparatoires, et ils le définissent d'une façon extrêmement stricte, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter aux éléments du crime contre l'humanité d'autres éléments, et chaque élément qu'on ajoute doit être prouvé, ce qui rend la procédure de démonstration du génocide extrêmement difficile. Je vous donne la définition, qui elle est reprise à l'identique dans tous les statuts de toutes les juridictions internationales. Cette fois-ci, il n'y a pas de variation. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après. On a une liste, meurtre, atteinte grave à l'intégrité physique. C'est pas ça qui est important. C'est la suite de ce préambule. L'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, national, ethnique ou religieux, comme tel. J'ai bien décomposé pour vous montrer qu'il y a autant d'éléments constitutifs. On rajoute une intention, une destruction, un groupe, seulement 4 groupes listés, et les mots comme tel qui renvoient au mobile. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Au regard de cette définition, et je vais répondre à moitié à votre question. Au regard de cette définition, je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'elle est stricte, seules 3 scènes criminelles y correspondent sans aucune contestation possible. Ce sont les situations que j'ai citées. Il y a des discussions sur... alors, allez, je dirais 4 maintenant, si je repense au Chad, effectivement. Après, on peut discuter. On peut discuter du massacre des Herero, on a discuté du massacre de certains Bosniaques, on peut discuter de ce qui se passe en Birmanie, mais les États n'hésitent pas à le faire. Il y a 4 procédures pendantes devant la Cour internationale de justice. On a Gambie contre Birmanie au sujet des Rohingyas, on a Afrique du Sud contre Israël au sujet des Palestiniens de Gaza, on a Ukraine contre Russie, et alors au sujet de qui on ne sait pas. En fait, si Poutine avait dit à un moment, Vladimir Poutine avait dit on veut protéger la population russophone d'Ukraine qui fait l'objet d'un génocide. Et l'Ukraine a saisi l'argument en disant on n'est pas d'accord sur ce qu'est un génocide, la Cour va nous répondre. La réalité, c'est que l'Ukraine sollicite un cessez-le-feu et que le cessez-le-feu échappe à la compétence de la Cour. De la même façon, dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, l'Afrique du Sud a demandé un cessez-le-feu, la Cour ne le prononce pas parce que c'est pas son métier, ça ne relève pas de sa compétence, tout simplement. Et on a une affaire Soudan contre Émirats Arabes Unis, mais celle-ci, elle a été rayée du rôle pour incompétence. Je vais essayer de vous démontrer alors quels sont les éléments constitutifs si spécifiques de ce crime pour que vous arriviez peut-être par vous-même à voir dans quel cas d'espèce ça s'applique. Au regard de ce que je viens de la définition de l'article 2, on a 2 éléments. On a la destruction et l'intention de détruire. Je vais commencer par le premier, c'est l'élément matériel. Comme pour le crime contre l'humanité, même mécanique, mais on ajoute destruction et intention de détruire. La destruction, d'abord, pour la définir, il faut l'entendre. La destruction, il faut l'entendre dans sa dimension quantitative, d'abord, qualitative ensuite. Merci. Quantitative, on s'interroge sur le nombre des victimes d'un génocide. Contrairement aux idées reçues,
On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de victimes pour qu'il y ait un génocide. Et on peut même imaginer un génocide avec très très peu de victimes. Ce qui donne la massivité criminelle dans ce projet qu'est le génocide, car c'est un projet, c'est pas le nombre des victimes atteintes, c'est le nombre des victimes visées. La Shoah est un génocide pas parce qu'il y a 6 millions de morts, mais parce qu'on visait 11 millions de personnes. Et cet élément-là est fondamental. Parce que, imaginons au Rwanda en 1994, il y avait des casques bleus sur place. Le colonel qui les dirigeait, le colonel Dallaire, canadien, demande à Kofi Annan, qui à l'époque est directeur des opérations de maintien de la paix, il lui demande des soldats pour arrêter le génocide en cours. Il envoie un fax à l'époque, le fax qui porte son nom, et on ne lui envoie pas de soldats, malheureusement. Mais si on lui avait envoyé des soldats, on aurait arrêté les massacres en cours, peut-être à 50 000, 60 000 victimes, au lieu d'1 million. Ça ne change rien au projet. Heureusement qu'on peut par la suite quand même poursuivre les criminels pour leurs actes de génocide. Il serait incroyable qu'on puisse élargir pénalement quelqu'un au motif de son incompétence, parce qu'il n'aurait pas assez tué de personnes. Donc, si le nombre de victimes est fréquent dans les génocides, au moins dans ceux qu'on examine, la réalité juridique nous dit qu'il pourrait y avoir un génocide à partir de 2 victimes, meurtre de membres du groupe avec un S au moment, dès lors que le but est beaucoup plus important. Maintenant, le procureur ne fera jamais l'effort d'engager les moyens de la juridiction pour poursuivre l'assassinat de 2 personnes, évidemment. Pardon. Donc retenez bien ce qui compte, le chiffre, la massivité, c'est le but poursuivi, et c'est une question essentielle parce qu'il y a des campagnes criminelles de masse. On peut, interrogeons-nous sur quand même ce qui se passe à Gaza, 70 000 victimes, c'est pas rien. Mais quel est le chiffre visé? Y a-t-il un chiffre visé? Et ça, c'est le meilleur argument juridique pour répondre à l'accusation. Et encore, je dis l'accusation de génocide à Gaza, le terme pourrait vous choquer parce que le procureur de la Cour pénale internationale qui émet des mandats d'arrêt contre messieurs Galland et Netanyahou n'utilise pas ce chef d'accusation. Parce qu'il ne pense pas, ou plutôt il pense qu'il va gaspiller les moyens de la juridiction. Et ça, je pourrais vous le démontrer après. Ensuite, la destruction d'un point de vue qualitatif. Là, c'est un des enjeux essentiels du génocide. Dès le début, dès l'adoption de la notion, on a considéré que, et c'est sur des propos de Lemkin, la destruction culturelle ne fait pas l'objet de la répression de ce chef d'accusation. Ce n'est pas la même chose, nous disait Lemkin, de tuer des enfants et de brûler des bibliothèques. Donc ce qu'il appelait, lui, le vandalisme, qu'on appelle encore indûment le génocide culturel, n'existe pas en droit international. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour génocide à raison de la destruction de biens culturels. Évidemment, on peut s'interroger, parce que quand on tue les Tutsis ou quand on tue tous les Juifs, on fait disparaître une partie de leur culture, bien entendu. Mais la disparition culturelle ici est une conséquence du génocide. Elle ne constitue pas le génocide. Alors on s'est interrogé sur la dimension sur la nature de cette destruction dont nous parle la Convention. Et on s'est rendu compte que la destruction, ce n'est pas la disparition ou l'extinction. Il y a pensez aux politiques d'évangélisation qui vont essayer d'uniformiser une nation. Pensez aux politiques on a des purifications ethniques par expulsion, des purifications ethniques par assimilation, comme au Tibet, des purifications ethniques par destruction, comme au Rwanda en 1994. Certaines sont génocides, pas d'autres. Et les juges ont insisté sur cette question, en disant finalement, la destruction au sens du génocide, elle est biologique, exclusivement biologique. C'est-à-dire qu'on doit tuer des gens, et non pas confisquer des idées ou des biens. On doit tuer des gens, et on ne tue des gens que pour détruire un groupe qui lui-même est biologique. Et la liste est donnée dans la Convention sur le génocide. Dans la Convention sur le génocide, il n'y a pas de groupe politique ou de groupe culturel. Ça n'existe pas en droit. Parce que vous pouvez vouloir tuer tous les communistes, mais l'idéal communiste va survivre, et d'autres gens demain y adhéreront. Donc là, on a écarté dès l'adoption de la Convention ces groupes-là, en disant ça n'existe pas. Enfin, pas au sens du génocide, on tue des gens
pour leurs choix politiques, ce sont des crimes contre l'humanité, contre une population ciblée, visée pour ces choix politiques. Ça peut être par exemple les opposants au gouvernement des milices au Rwanda en 1994, ces opposants, pas parce qu'ils étaient Tutsis ou Hutus, on les a tués, parce qu'ils étaient opposants, crimes contre l'humanité. Mais au sens de la Convention, il y a des groupes listés, précisément listés, le groupe national, le groupe ethnique, racial ou religieux. Seulement ces quatre groupes. Et les juges ajoutent, dans la première affaire, dans l'affaire Akayissou, ils disent ce sont des groupes auxquels on appartient par la naissance, pas par choix. On y appartient par la naissance, de façon définitive et non contestable. Seuls ces groupes-là, dans lesquels il y a ces trois critères, les groupes listés parce qu'il y a les trois critères, peuvent relever de l'infraction de génocide. Alors évidemment, normalement, à ce moment-là, j'ai beaucoup de questions. Mais je vais vous les donner, les questions. Parce qu'on peut s'interroger sur... si on vise des gens parce qu'ils sont noirs, évidemment, ils sont nés noirs, ils ne vont jamais changer de couleur. Mais, quand on vise des juifs, on peut s'interroger, peuvent-ils changer de religion? Eh bien, la réponse judiciaire, elle est très nuancée et très intelligente, parce qu'elle dit, on aurait pu également s'interroger d'ailleurs sur le groupe racial. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un groupe racial. Mais le criminel, il sait, lui. Et le juif, c'est pas celui qui s'estime juif, c'est le juif tel que défini par les lois de Nuremberg en 1935. Autrement dit, la biologisation du génocide ne relève pas de la réalité scientifique, mais de la perception qu'en a le criminel. Et ça, c'est fondamental dans cette infraction. Un enfant Tutsi ne peut pas changer. Or, au Rwanda, en réalité, les ethnies sont poreuses. Si vous avez 7 vaches, vous êtes Hutu, on vous donne une 8e vache, vous devenez Tutsi. Vous reperdez cette vache, vous redevenez Hutu. C'était des catégories sociales qu'on a biologisées. Dès lors que le criminel ne laisse plus le choix à ses victimes, on est dans le génocide. Un enfant Tutsi doit mourir, alors qu'il existe d'autres situations dans lesquelles un communiste peut renoncer à son idéal. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer ceci. Je vais vous parler d'abord des Tibétains, et après je vous parlerai des Bosniaques musulmans. Au Tibet, je regarde tout le temps l'heure pour pas... C'est 10 minutes, oui. Ok. Non, on n'a pas fini. D'accord. Le pouvoir central chinois, il ne supporte pas les revendications tibétaines. 2 d'entre elles. Premièrement, la revendication d'indépendance, qui porte atteinte à l'intégrité du territoire chinois. Deuxièmement, la revendication identitaire d'une culture différente, qui porte atteinte à l'union, à l'unité, je dirais, chinoise, dans un système juridique construit sur la protection de la collectivité, à la différence d'une autre qui est construite sur la protection de l'individu. Ces 2 systèmes, il n'y a pas à porter de jugement là-dessus, c'est 2 systèmes différents. Pour arriver à cette finalité, pour se protéger, en revanche, le pouvoir central chinois s'estime légitime à s'engager dans une politique criminelle contre les Tibétains. Assassinat, déportation, disparition, confiscation des biens, déplacement des enfants dans des foyers où ils apprennent le mandarin, interdiction des bibliothèques, interdiction de la langue, etc. Ces actes sont évidemment criminels, mais il s'agit même d'une purification ethnique, on pourrait dire par assimilation. Parce qu'en réalité, les Tibétains ont le choix. Un choix horrible, un choix malheureux, un choix victimaire, mais s'ils renoncent à leur identité tibétaine, ils ne font plus l'objet de la répression de la part du pouvoir central. Il y a des supplétifs tibétains dans l'armée chinoise qui persécutent les autres Tibétains, et pour reprendre l'exemple de l'enfant, un enfant tibétain qui renonce à son tibétanisme n'aura aucun problème à être inséré dans le corps social. Il y a donc un choix, et tant qu'il y a un choix, on n'est pas dans le génocide. Ici, si on identifie la politique criminelle, si on l'analyse bien, elle vise non pas les individus, mais elle vise à détruire le lien qui unit les individus. Elle se satisfait de la disparition de ce lien, et la disparition n'est pas la destruction. La destruction, elle est biologique, je le répète, elle passe par l'assassinat des membres pour aboutir à la destruction du groupe. Ce n'est pas le cas ici. Ici, donc, on parle d'une extinction. Alors, encore une fois, cette extinction, de même celle qui est menée pour d'autres raisons d'ailleurs contre les Ouïghours, elle est criminelle. On peut parler de crime contre l'humanité assez aisément, mais on n'a pas cette idée de solution finale. On ne va pas tuer tous les enfants tibétains. Au Rwanda, en 1994, en 3 mois, on tue 500 000 enfants de moins de 15 ans. À l'arme blanche, ou à un peu de massue, ou noyés dans des toilettes. 500 000 enfants de moins de 15 ans, c'est 50% des victimes.
Un génocidaire, alors ça c'est la sociologie pénale, hein, mais ce n'est pas un élément constitutif du crime, c'est une conséquence des éléments constitutifs du crime. On tue avant tout les enfants dans une campagne génocidaire. Le deuxième exemple, c'est celui sur lequel vous m'avez interrogé, la situation en Bosnie. Les juges du tribunal pour la Yougoslavie ont été nuancés, à mon avis de façon malheureuse en Bosnie. Ils ont caractérisé les crimes commis à Srebrenica et à Srebrenica seulement d'actes de génocide. C'est d'une décision, vous pouvez aller la lire, elle s'appelle la décision Kristic, K-R-S-T-I-C, elle est publique, hein, vous la trouvez, elle est assez facile à lire. Et elle dit que l'assassinat de 8000 bosniaques musulmans âgés de 16 à 60 ans, donc uniquement des hommes, uniquement en âge de porter les armes, en 3 jours on les a tués. Cet assassinat-là est un génocide au sens du tribunal. En même temps, donc il y avait à peu près 300 000 bosniaques musulmans en Bosnie, 30 000 étaient à Srebrenica, et sur les 30 000, les criminels en ont tué 8 000, et les 20 000 autres, ils les ont mis dans des bus et déplacés. On regarde la théorie que je vous expose jusqu'à présent, ça ne ressemble pas vraiment à un génocide. Ça ne veut pas dire que c'est bien, hein. Encore une fois, j'ajoute même, ce que j'aurais dû vous dire depuis le début, c'est qu'il n'y a pas en droit international de hiérarchie entre les crimes. Le génocide n'est pas plus grave ou moins grave que le crime de guerre. Les peines sont les mêmes. Les peines dépendent de l'implication d'un accusé et non pas de la qualification du crime. Même régime juridique. Il s'agit juste de traduire une réalité différente. Et là, j'étais en désaccord avec un professeur marseillais qui a été juge à la CNJ, Ahmed Mayou, qui lui pense qu'il y a génocide sur l'ensemble de la Bosnie, contre les musulmans. Je suis d'accord avec son raisonnement, mais pas avec sa conclusion. Je veux dire par là que s'il y a génocide, il ne peut pas être limité à Srebrenica, c'est pas possible. Il n'y a pas eu un Shoah à Varsovie et pas à Cracovie. C'est impensable. On a une politique génocidaire, les criminels dans ce cas-là, ils essayaient de tuer tous les bosniaques musulmans. Déjà, cela n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec lui sur le raisonnement, mais pas la conclusion. Moi, je pense qu'il n'y a pas génocide et je suis assuré du soutien de l'ensemble de la doctrine, donc de mes collègues spécialistes de la même discipline. Mais je vais aller plus loin. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en interne au tribunal à cette époque, au moment où on a dû rendre cette décision. La présidence venait de passer du juge français au juge américain, du juge Jorda au juge Meron, qui est un professeur de droit new-yorkais, qui veut un peu marquer le tribunal de son empreinte. Il y tient beaucoup, il l'a déjà montré dans plusieurs dossiers, notamment dans le dossier des viols, dans lequel j'étais impliqué. Alors moi j'étais que juriste, hein, c'est lui le juge. Mais on a vu son comportement. Et là il nous réunit, nous les juristes, et il nous dit, on est en stratégie de fermeture pour ce tribunal, on veut le maintenir. Moi je dois aller défendre, il nous dit qu'il doit aller défendre le budget du tribunal devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et devant l'Assemblée générale. Et là, avec le TPIR, puisqu'on est à la chambre d'appel commune, avec le TPIR, j'ai des verdicts de génocide, ce sera plus facile. Il me faut un génocide ici. Et donc, inversant le syllogisme habituel qui nous dit règle, fait, conclusion, il nous dit génocide, débrouillez-vous, vous avez quelques mois. Et là, l'ensemble de l'équipe à laquelle j'appartenais est en opposition. Au début, on réfléchit, puis on fait vite, on montre une opposition nette, on ne va pas vers le génocide. Il fait venir 2 juristes qu'il connaît, qui ont été ses doctorants à New York, et il les fait venir de la Cour suprême américaine pour juste le temps de cette décision, et ils ont rédigé, utilisant les mots tout ou partie du groupe, en disant les hommes de 16 à 60 ans, c'est la partie du groupe. Les musulmans de Srebrenica, c'est la partie des musulmans de Bosnie, et encore ça on aurait dû l'entendre, mais cette dilution du mot la partie, elle ne marche plus. Et puis surtout, encore une fois, on sait, s'il y avait une politique de destruction des bosniaques musulmans, cette purification ethnique aurait tué d'abord les enfants. Ce n'est pas le cas ici. Et pourtant, je ne peux pas nier le fait que la décision a dit génocide. C'est pour ça que ma réponse à votre question, elle mérite une explication un peu plus longue. Mais en tout cas, on est dans une purification ethnique. Ça, c'est un terme générique. Pas par assimilation, comme l'ont fait les Chinois avec les Tibétains, plutôt par expulsion. Les criminels voulaient qu'il n'y ait plus de musulmans sur leur terre. Par tous les moyens criminels possibles, on les faisait partir. Les assassiner, les déporter, les foutre dehors, ce que vous voulez. Mais au Rwanda en 1994, le premier mot d'ordre criminel, c'est fermer les frontières. Ne les laissez pas s'échapper, on veut les tuer tous. La différence, c'est qu'on ne veut plus de Tutsis du tout sur terre, alors que dans le cas de la purification ethnique menée en ex-Yougoslavie, on se dit, tiens, on n'en veut plus chez nous. Pour la
personne qui meurt dans le processus, le sort est le même. Hein. Si vous voyez 4 corps par terre, en fait, les gens pourraient presque se désintéresser totalement de la qualification. La qualification, elle vise juste à démontrer la réalité de la politique, la spécificité de la politique. Ça ne change rien, malheureusement, heureusement, j'en sais rien finalement, au sort des victimes. En tout cas, des victimes décédées. Il me reste, vraiment, promis, je fais vite, le deuxième élément du génocide, c'est l'élément intentionnel. L'intention de détruire, attention, on oublie souvent, surtout dans la presse, les mots comme tel. L'intention de détruire un groupe racial, national, ethnique ou religieux comme tel. C'est fondamental. C'est fondamental parce que comme tel, ça veut dire juste parce qu'il existe. Ça renvoie au mobile. Qu'est-ce que c'est que le mobile en droit? C'est le sentiment profond qui pousse quelqu'un à agir. En droit, on distingue le motif, qui est le résultat immédiat que vous voulez obtenir, pousser quelqu'un sur la chaussée, par exemple. D'ailleurs, ça, c'est plutôt l'intention. L'intention, c'est faire tomber quelqu'un sur la chaussée. Je veux qu'il tombe, je veux qu'il soit là par terre. Le motif, c'est la raison pour laquelle je le fais. Pour qu'il se fasse écraser par une voiture qui arrive. Là, effectivement, c'est un acte répréhensible. Si je le raisonne autrement, je peux dire, avec la même intention, je peux changer le motif. Je le pousse par terre. Pourquoi? Parce que la voiture est montée sur le trottoir et je vais sauver la vie. Dans un cas, on poursuit. Dans l'autre, au contraire, on remercie. Donc vous voyez qu'avec une même intention, la prise en compte du motif change la nature de l'acte. Généralement, on en reste là. Et quand on va chercher le mobile, la raison pour laquelle on agit, pourquoi est-ce que je veux qu'il se fasse écraser? Parce que je suis son héritier, par rapport à du gain. C'est ma conviction profonde. Parce que je suis jaloux, parce qu'il a courtisé ma conjointe, donc la jalousie. Parce que je veux lui faire du mal, le sadisme. Encore une fois, le mobile, c'est la conviction profonde. Ça peut même être parce qu'il a une arme dans les mains qui va tuer des enfants et c'est par l'altruisme que je le tue. Cette conviction profonde, pour toutes les autres infractions, elle ne sert qu'à éclairer le magistrat sur la personnalité de l'accusé. Ce qui permet d'affiner le processus de punition. On va prononcer une peine plus ou moins lourde en fonction du motif. Mais si vous avez un braqueur de banque, qu'il ait pris l'argent pour aller le jouer au casino ou pour nourrir ses enfants, l'infraction est la même. Elle est commise de la même façon. Ce sont les mêmes éléments constitutifs, juste on appréciera différemment sa peine, peut-être. Le génocide présente cette particularité très exceptionnelle, que le mobile est un élément constitutif du crime. Il faut donc prouver, ce qui est très difficile, le sentiment à l'origine de cette politique. Le fait que cette politique tue des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. Alors évidemment, on va se reposer sur quoi pour le prouver? Sur le nombre des victimes, sur la systématisation, sur la massivité, sur les armes employées, sur les processus, les procédés criminels, etc. Les chambres à gaz, ça a un sens quand même. Ou le fait qu'il y ait 1 070 000 Tutsis meurent sur 1 100 000 existants, ou 1 150 000, c'est très significatif. Oui, parce que sur la singularité de la Shoah, on a parlé finalement de divers aspects. La méthode, la nature, c'est pas des bouffées massacreuses, c'est planifié à l'avance. Exactement. Ce qui détermine, ce qui prouve ce mobile. Faute de ce mobile, une autre politique qui aboutirait à la destruction d'un groupe pour des raisons stratégiques, militaires, économiques, territoriales, cette politique-là n'est pas génocidaire. Alors là, justement, excusez-moi, vous parlez de la stratégie des Arméniens. Il y a un argument qu'on entend pour les Turcs, c'est que les Arméniens, c'est une 5e colonne qui dans leur dos et qu'ils faisaient une guerre. Quand je discutais avec un Turc sur un chantier, il m'a dit, mais on faisait une guerre, voilà. C'est purement un argument comme ça. Les criminels étaient les seuls à faire la guerre. En fait, les victimes ne faisaient pas la guerre. Et puis cet argument, on l'entend dans toutes les politiques génocidaires où il s'agit finalement de déshumaniser les victimes. On les désigne eh bien, le vocabulaire est même pour les juifs. C'était un corps étranger dans la société. Il y a toujours cette notion d'extranéité. Quand on désignait le juif par c'était un microbe, un bacille, on retrouve ça aussi pour les massacres des Tutsis. Il s'agit toujours pour un génocide de purifier. Purifier alors de cette 5e colonne. Moi je veux bien entendre l'argument. Mais les enfants n'étaient pas une 5e colonne. Donc ça répond très très clairement à ce... J'entends beaucoup de choses, hein, mais je me suis trouvé en opposition avec une fois lors d'une conférence à Clermont-Ferrand, le consulat turc avait des représentants, ils m'ont dit mais on n'a pas épluché toutes les archives. Ils sont levés, on n'a pas... Ok? C'est vrai? C'est sûrement vrai, on va en retrouver d'autres. Mais je doute qu'on en trouve une qui nous dira tout le reste n'était pas vrai. Donc ce qui compte, c'est qu'on n'aura jamais, on ne peut pas de façon exhaustive trouver tout.
mais on a un sens général, on identifie plusieurs éléments matériels qui aboutissent à des conclusions incontestables. Je reprends 2 points que vous avez soulignés, l'intention et le petit nombre. Ce n'est pas forcé d'avoir des milliers de victimes pour qualifier de génocide. En exagérant, je suis provocateur de nature, donc je vais le faire. Est-ce qu'on pourrait dire que l'islam conquérant au travers de Daesh ou de l'État islamique commet un génocide en voulant éradiquer tous les mécréants et essayer de conquérir le monde? Est-ce qu'il y aurait un air de génocide dans tout ça? Non, parce que cette politique, même menée par les fondamentalistes les plus déterminés, ne vise pas à tuer tout le monde, il vise à les contrôler, à les dominer. Ça serait plus un régime d'apartheid, donc crime contre l'humanité. C'est une des modalités du crime contre l'humanité. Bon, on va en vite. L'intérêt de la conférence d'aujourd'hui, c'était qu'elle collait parfaitement à une actualité. Ah, bah oui, à Gaza. Voilà, Gaza, bien sûr. Il faut qu'on parle de Gaza. Bien sûr. J'ai même pas. Ça, c'est un autre Dieu. Bon, ok. Alors j'ai fini. Non, j'ai fini. Alors j'ai fini l'essentiel. Vous avez tous les éléments pour comprendre. Je voudrais juste que ce soit bien clair. Chaque chef d'accusation travaille une spécificité et on a des crimes concomitants au Rwanda en 1994. On constate des actes de guerre entre les deux factions qui s'affrontent, le FPR et les miliciens. On a des crimes de guerre aussi entre eux. On a des crimes contre l'humanité, contre les opposants politiques. Et on a des crimes de génocide contre les Tutsis. Et j'insiste sur une chose, c'est que de façon très triviale, pour les victimes mortes, c'est la même chose. C'est pour nous, c'est pour l'histoire, on doit désigner 4 politiques différentes. Et ne pas voir ces différences, c'est du négationnisme. Oui. Je veux intervenir parce que vous parlez du Rwanda et vous en parlez à partir du 6 avril. Il y avait une intériorité. Une intériorité qui a fait qu'il y a eu une colonisation. Je l'ai dit tout ça. Oui, une colonisation qui avait fait que d'abord c'était les Allemands, ensuite les Belges, Ouais. et les Belges se sont appuyés sur les Tutsis. Et les se sont retrouvés. Il ne faut pas rentrer, si on rentre dans ces explications, on commence à donner une légitimité rationnelle au comportement des criminels. Pas une légitimité, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Quand il y a eu la décolonisation, les Hutus se sont dit, mais on a été le deuxième niveau, maintenant on est 80% de la population. C'est normal qu'on puisse être légitime, qu'on puisse prendre le pouvoir. À ce moment-là, C'est une révolution des gilets jaunes au Rwanda, c'est ça que je veux dire. Je taquine un peu, mais comment vous expliquez que... Mais je l'ai bien compris, moi j'ai beaucoup travaillé ici. Vous expliquez que la Syrie, le Liban, tous ces pays ont eu droit à l'autodétermination, et ce petit peuple de Palestine, là, ils ne l'ont pas eu. On les a éliminés. Ah, c'est là qu'on vient. Alors, Non, mais je vais vous répondre. Moi, je suis, comme tous les techniciens du droit international, convaincu du droit à l'étatisation de la Palestine. Nous, on est obligé d'être confrontés, on voit un processus. C'est un processus d'étatisation. Que ce processus ait rencontré des difficultés et en rencontre encore aujourd'hui, c'est une évidence. Est-ce que ça autorise nos médias à s'intéresser toujours aux faits marginaux? Je voudrais vous dire, par exemple, qu'entre... Un problème qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été traité, même si 150 pays de la planète ont dit qu'ils avaient le droit à avoir un État, et que ça... Mais qui ils? Les Palestiniens. Les Mais Palestiniens. lesquels? Les Palestiniens. Lesquels? C'est une vraie question qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'avant l'intervention à Gaza... Attention, puisque je comprends votre propos quasi militant ici, mais je ne suis pas loin d'y adhérer. Je suis le premier en France à avoir dit que l'intervention israélienne à Gaza est illégale. Israël n'avait pas le droit de rentrer à Gaza, parce qu'il n'y avait pas de quoi... la seule règle qui autorise un État à faire usage de ses forces armées en dehors de son territoire, c'est la légitime défense. Or, l'attentat terroriste a été fini le 8 octobre. Les otages. Comment? Les otages. Les otages, on peut... Alors, les otages... L'existence des otages ne menace pas la sécurité d'Israël. Mais aller les chercher, c'est aussi un devoir de l'État d'Israël. Pas en droit international. Pas en droit international et pour plusieurs raisons. Premièrement,
au regard de la définition qu'en donne l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est que tant qu'on peut trouver d'autres méthodes que la force armée, on doit les utiliser. Ce qui ne change rien à l'appréciation qu'on peut avoir des comportements de l'armée israélienne à Gaza. C'est pas parce qu'on conduit sans permis qu'on brûle tous les feux rouges. D'accord ? Je veux dire que si Israël n'avait pas le droit de rentrer à Gaza, ça ne veut pas dire qu'Israël est également criminel à Gaza. Cette question doit se poser. Mais il n'existe aucune armée en campagne qui se déplace sans commettre un moment des crimes de guerre. C'est une évidence, on ne contrôle pas tous les soldats, ce sont des gens en armes, et forcément, il y a... Et je resterai sur cette image, sur cette analogie avec la violence routière. Vous avez vraisemblablement, même vous, une fois, commis une infraction routière. Une seule fois. Eh bien, c'est pareil, chaque soldat israélien l'a fait une seule fois. Ok ? Crime de guerre, on n'a aucun doute. Est-ce qu'il y a une politique de crime de guerre? C'est une autre question. Est-ce qu'il y a une politique criminelle contre l'humanité? Je ne sais pas. Personne aujourd'hui ne peut vous répondre honnêtement, parce qu'on n'a pas d'observateurs sur place. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des éléments, il y a un certain nombre de victimes qui méritent qu'on pose la question. Moi, je ne suis pas du tout gêné par le fait qu'on amène M. Netanyahou devant une juridiction. S'il n'y a pas de politique criminelle contre l'humanité, il le démontrera. Il n'y a pas d'antisémitisme derrière cela. C'est peut-être douloureux pour lui, mais tant pis, il faut qu'on sache. Et on saura, au bout d'un long processus juridictionnel, qui reposera sur l'examen d'un nombre de preuves considérable, et au bout de nombreux mois d'enquête par des spécialistes. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit « je sais, il y a génocide », on sait juste que c'est un menteur. Parce que personne ne peut vous dire qu'il y a génocide, personne ne peut vous dire qu'il n'y a pas génocide. Je ne crois pas qu'il y ait génocide au regard de ce que je vois, parce que si l'armée israélienne se lançait dans un processus génocidaire, on aurait beaucoup plus de victimes. Mais c'est une conviction, c'est pas une preuve, ce que je vous dis à l'instant. Hein. Une preuve, ça serait plutôt l'existence d'un plan, avoué, écrit. Pour le moment, ce qu'on a, on a des propos incendiaires émis par des ministres qui, s'il y a génocide, engageront la responsabilité individuelle de ces ministres parce qu'ils auront incité à commettre le crime. S'il n'y a pas de plan génocide prévu, la Cour internationale de justice a demandé à Israël de les poursuivre pour ces propos. Alors, je ne sais pas quels sont en droit israélien les chefs d'accusation. Chez nous, ça pourrait être ça serait des propos racistes. Hein, quel est le chef d'infraction pour du racisme? En tout cas, c'est un délit, c'est une incitation à la haine. Pourquoi pas? Qu'il soit poursuivi, de toute façon, moi, plus on engage de procédures judiciaires, plus je suis rassuré, surtout dans un pays comme Israël, où le pouvoir judiciaire a toujours montré son opposition au pouvoir politique. Mais, attendez, cher monsieur, on va prendre d'autres questions. Non, on va poursuivre aussi. Terminé, il n'a pas fini, je crois. Comment? Vous avez fini parce que je pensais... Non, mais en tout cas, je vous dis assez simplement, le droit à l'étatisation de la Palestine est incontesté. On bosse dessus, j'ai moi-même été embarqué dans des négociations. La réalité de ces négociations, c'est qu'on s'interroge sur 4% de frontières, sur la répartition de l'eau, et ça va vous faire rire, sur la répartition de la TVA, en application des accords d'Oslo. Ça, c'est avant les exactions qu'on va faire remonter à 2023. Pendant cette période de 30 ans après les accords d'Oslo, on a 10 000 victimes, en additionnant Israéliens, Palestiniens, civils et militaires. C'est 10 000 victimes de trop. Mais on ne peut pas nous faire croire à l'existence d'un conflit armé international ou non international avec si peu de victimes. Il se passe autre chose ici. Et c'est ça qui est fondamental, c'est de rétablir la réalité des choses et de ne pas céder à ce que les médias appellent le fait accessoire ou le fait marginal, une bombe qui explose à Tel Aviv et d'un seul coup on en fait un conflit armé. Ou inversement, un Palestinien qui est assassiné et on en fait à nouveau un conflit armé. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut restaurer la réalité des choses et constater qu'en réalité on progresse plutôt qu'on ne régresse, sauf depuis 2 ans. Et vous savez, il y a plus de victimes dans les conflits infra-palestiniens, je parle toujours avant 2023, il y avait plus de victimes dans les conflits infra-palestiniens, et de façon étonnante, plutôt du fait de l'autorité palestinienne qui envoyait ses tueurs contre les gars du Hamas. C'est surprenant ça. Donc, quand vous dites les Palestiniens, moi je ne sais pas lesquels, ce qui n'autorise pas à empêcher l'accès à un État, mais pour le moment, on n'a pas en droit international d'entité gouvernante capable de s'étatiser. En réalité, ce n'est pas à Israël de décider s'il y a une Palestine ou pas, ni même aux 150 États que vous mentionnez ici. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas l'existence. La reconnaissance, c'est qu'il y a un fait politique qui engage celui qui y procède. Ça veut dire que si un Palestinien voyage avec un passeport palestinien, on va l'accepter. Mais ça ne va pas faire exister la Palestine. Ce qui fera exister la Palestine, c'est, comme ce qui a fait exister Israël d'ailleurs, c'est qu'à un moment,
un chef politique se dresse et proclame l'État. Yasser Arafat a tenté en son temps de le faire sans que ce soit suivi des faits en 1988. Mais pour le moment, on n'a pas de chef palestinien capable de le faire. Et j'attends, moi, avec impatience que ce soit le cas. Ça répond à la question? Une dernière question peut-être, et puis on va lever la séance. Une Déjà personne qui n'a pas parlé? Alors, Monsieur Pérez et Alain. Je veux juste rappeler la définition que vous avez donnée du génocide. Est-ce que vous considérez que le Hamas a commis un génocide de cette Alors, C'est la deuxième question. alors ça tombe bien. Si cette campagne criminelle était soumise à une juridiction internationale, je serais assez confiant. En tout cas, moi, si j'étais dans l'équipe du procureur, j'irais sur le génocide. Parce qu'il me semble qu'il y a des écrits, notamment dans la charte de Hamas, qui appellent à la destruction du groupe national israélien, dans cette hypothèse, ou du groupe religieux juif. Et dans ce cas-là, ces actes-là seraient une exécution de cette politique. Je ne peux pas préjuger de ce que dira la juridiction. Amnesty International a récemment reconnu que c'était un crime contre l'humanité. Il ne faut pas donner trop de voix à des organisations militantes, effectivement, même si on peut que remercier Amnesty International pour ce qu'elle fait sur le terrain. En revanche, je constate que moi j'ai lu les rapports d'Amnesty. Le premier sur le génocide qui serait commis par Israël est dépourvu du moins, il n'est pas du tout convaincant. Encore une fois, je ne vois pas d'éléments qui amèneraient à conclure, et j'essaye de rester scientifique, c'est la plus grande difficulté. Excusez-moi, j'en profite pour vous poser une question justement. Non, écoutez, cher monsieur, vous avez. Oui, je suis désolé. Non, monsieur le. Bon, alors allez-y. Non, mais justement, si vous deviez donner un exemple sur leur rapport, ce qui vous gêne dans le rapport à la L'absence de démonstration de l'intention génocidaire. C'est la même chose qu'on voit dans les conclusions de cette commission d'enquête internationale indépendante dirigée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, par Navi Pillay. Comment? Et cette dame que j'ai côtoyée au tribunal pour le Rwanda, alors je ne devrais peut-être pas vous le dire comme ça parce que c'est un peu grossier, mais elle n'était pas très douée, elle n'avait pas beaucoup de talent à l'époque et son juriste avait beaucoup de mal. Mais surtout, on connaît son activisme politique. Et ici, elle vise à servir sa carrière dans le cadre d'une procédure elle va nourrir la procédure Afrique du Sud contre Israël. Effectivement, on m'a interviewé même à la télévision sur cette question. Il y a bien les éléments matériels du génocide, on les voit. À Gaza, il y a les éléments matériels. Meurtre, il y en a. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, il y a tout ça, bien sûr. Mais il faut que ces actes pour devenir génocidaires s'inscrivent dans cette politique, dans cette intention de détruire. Et ça, personne ne l'a établi jusqu'à présent. Si ça s'est établi, c'est que c'est le cas. Dans ce cas-là, on parle pas de génocide. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas grave ce qui se passe à Gaza. À mon sens, c'est très très grave. Je suis juste techniquement en train de discuter d'une qualification. Je ne dis pas qu'il fallait tuer ces gens, vous avez bien compris la différence. Au contraire, il fallait ne pas les tuer. Alors on va prendre une dernière question de Marie-Ange Rivière du rectorat. Et on a nous aussi une actualité avec le rectorat. M. Guy Roger vous en parlera dans le futur, mais vous avez une question pour notre conférence. Attendez, s'il vous plaît, il y a Madame Rivière. Une question générale sur la convention du 9 décembre 1948, c'est prévention et répression. Donc, comment faire de la prévention si on ne peut pas qualifier les faits avant les enquêtes qui sont assez longues? La prévention. Ça, c'est la première question. Et la deuxième qui est liée, il n'y a pas de prévention du crime contre l'humanité. Non, pas encore. Ça n'existe pas. Alors si, ça existe dans d'autres dispositions. Sur la Convention génocide, l'article 8 prévoit les modalités de la prévention. C'est très restrictif. En fait, cette convention elle est très courte. Les États se sont mis d'accord sur peu de choses. Et ils disent que s'il y a un génocide, les États doivent le prévenir en le notifiant aux organes des Nations Unies qui feront ce qu'il y a à faire. Ça, c'est tout ce que dit la Convention. Dans la décision Croatie contre Serbie de 2015, la Cour ajoute que finalement, les États peuvent engager beaucoup d'autres mesures pour prévenir le crime, à condition que le crime soit en cours. Donc, il faut qu'il y ait un crime de génocide en cours, c'est ça que ça signifie la prévention. Pas dire, tiens, il y aura peut-être un génocide et je fais quelque chose. Et sur le crime contre l'humanité, sur la commission des crimes contre l'humanité, le raisonnement est le même, mais il repose plutôt sur les dispositions générales relatives à la responsabilité individuelle des supérieurs hiérarchiques, qui doivent
empêcher leurs subordonnés de commettre des crimes contre l'humanité ou les punir s'ils en ont commis. Ouais, allons plus loin, un supérieur militaire doit est présumé même savoir ce que fait son... Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce que son soldat commettait comme acte criminel. Il a une obligation juridique de savoir et il doit s'opposer et punir. Alors on va en rester là. Vous allez pouvoir le questionner après. Tout ça, on va lever la séance parce qu'on est pris par le temps, cher ami. On est dans des périodes Non. de crise. Chacun dans sa tête se pose des questions incroyables. Mais au Rwanda, 3 mois avant le démarrage du génocide, Roméo Dallaire, qui était le patron de l'ONU au Rwanda, à Kigali, avait la liste de tous les bourgmestres et tous les gens qui allaient structurer le futur génocide. Ils avaient la liste, ils l'ont envoyé à l'ONU. On ne leur a pas donné le mot d'ordre. Avec 3 mois, avec les contacts qu'il avait, ils pouvaient arrêter. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le fax d'alerte. Il a écrit son témoignage dans un livre que vous pouvez tous lire, J'ai serré la main du diable. Il a serré la main de Babo Sora, que j'ai maintenu en prison quand j'étais au TVIR. Effectivement, mais une fois qu'on a dit ça, on reconnaît à nouveau qu'il est très difficile d'intervenir dans le territoire d'un État souverain, surtout soutenu par des membres permanents du Conseil de sécurité, la France, ici. Nous avons formé les génocidaires. On a envoyé nos gendarmes former les miliciens. On a fourni des armes jusqu'en juillet 1994, donc à la fin du génocide. La BNP a financé, le LCL a financé. Je suis d'accord avec vous. On le sait tout ça. On le travaille, bien sûr. On va féliciter et remercier Yannick. Je remercie généreusement, c'est un universitaire brillant. On est heureux d'avoir pu l'inviter à l'Institut Gagnonide et ça, c'est grâce à Aléa. Aléa. Donc on le sait. Bravo, Merci à vous. Et après un temps festif bienvenu pour juifs et chrétiens, nous nous retrouverons, et agnostiques, n'est-ce pas, cher M. Moutot, nous nous retrouverons, libre penseurs, nous nous retrouverons début janvier avec un autre universitaire brillant, le professeur Hamadani Amir-Moïsi. C'est l'un des plus grands savants en matière de recherche coranique. Alors on compte sur vous le 7 janvier à 18h30, salle Petra. À bientôt et bonne fête. Bravo.